Lorsque vous pensez aux femmes riches, des célébrités comme Rihanna ou Oprah Winfrey vous viennent à l'esprit, n'est-ce pas? La vérité est que les femmes les plus riches du monde, qui sont d'ailleurs toutes ultra milliardaires, préfèrent garder un profil beaucoup plus bas que les célébrités. Avec un patrimoine cumulé de près de 500 milliards d'euros, ces femmes ont acquis des fortunes considérables et elles ont réussi à gravir les échelons de la richesse, grâce à leur intelligence et à leur courage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais jeter un coup d'œil aux femmes les plus riches du monde, à leur réussite et à la façon dont elles dépensent leur immense fortune. Mêlons-nous un peu aux grands et aux puissants, d'accord? Numéro 10. Abigail Pierpont Johnson. Pour commencer notre liste des femmes qui ont les plus gros sacs, nous vous présentons une femme d'affaires américaine que vous pourriez facilement croiser dans la rue sans vous rendre compte à quel point elle est influente. Abigail Johnson n'est peut-être pas photographiée dans les plus grands magazines du monde, mais elle contrôle une fortune qui fait d'elle l'une des personnes les plus riches du monde. L'histoire de la réussite de cette milliardaire de 61 ans remonte à une vieille famille du Massachusetts. Son grand-père était Edward Crosby Johnson II, le fondateur de Fidelity Investments. Il s'agit d'une société multinationale de services financiers basée à Boston, dans le Massachusetts. Elle est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, avec des actifs s'élevant à environ 11,8 milliards de dollars sous sa gestion. Avant de mourir, le grand-père d'Abigail avait accumulé une fortune colossale d'environ 8 milliards d'euros et au fil des ans, Abigail l'a largement dépassé. Depuis qu'elle est devenue PDG par intérim de l'entreprise en 2014, après avoir succédé à son père Edward Ned Johnson III, elle a amassé une fortune stupéfiante qui est estimée à plus de 22 milliards d'euros. La très modeste femme d'affaires milliardaire possède une participation estimée à 24,5% dans Fidelity Investments, tandis que le reste de la famille Johnson détient une participation de 49% dans la société privée. Le père d'Abigail, Edward Johnson III, était le président émérite de l'entreprise familiale, un titre honorifique pour un retraité avant son décès l'année dernière en 2022. Il était encore président émérite lorsqu'Abigail s'est vu confier le contrôle total de l'entreprise et après sa mort, elle a été nommée présidente de l'entreprise tout en conservant ses fonctions de PDG et de présidente. Non seulement elle a désormais le contrôle total d'une entreprise qui emploie 45 000 personnes dans le monde, mais Abigail est également présidente de sa société sœur internationale, Fidelity International, et membre du conseil d'administration de Breakthrough Energy Ventures, une société fondée par Bill Gates. Le poste qu'Abigail occupe aujourd'hui est bien loin de son premier emploi chez Fidelity Investments, qui consistait à répondre aux appels téléphoniques lorsqu'elle était encore au lycée. Dès le lycée, Abigail a travaillé dur pour gravir les échelons de l'entreprise malgré son statut de fille de patron. La femme d'affaires multimilliardaire a travaillé au sein de l'entreprise pendant 26 ans, commençant par occuper des postes obscurs avant d'accéder progressivement à des fonctions plus importantes. Cette expérience lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie de la dynamique de l'entreprise. Aujourd'hui au sommet de l'échelle de l'entreprise en tant que PDG, présidente et présidente du conseil d'administration, Abigail a développé l'entreprise dont elle a la charge et a acquis une immense richesse. Si l'on en croit la somme d'argent qui se trouve dans les poches d'Abigail Johnson, elle devrait mener une vie ultra luxueuse. Mais à vrai dire, on ne sait pas grand-chose de sa vie privée. Abigail a elle-même déclaré qu'elle avait été élevée de manière à rester discrète et à laisser les résultats de son dur labeur parler d'eux-mêmes. Ainsi, bien qu'elle soit la personne la plus riche de la région de la Nouvelle-Angleterre, la 6e femme la plus puissante du monde et l'une des femmes les plus riches du monde, Abigail Johnson reste terre-à-terre. Elle prend des vols commerciaux plutôt que des jets privés, fait la queue pour louer une voiture lorsque c'est nécessaire, comme tout le monde, et reste pratiquement à l'écart du radar du grand public. Madame Johnson ne mène peut-être pas une vie ultra luxueuse à la vue de tous, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne dépense pas beaucoup lorsqu'elle donne. Elle soutient diverses œuvres caritatives ainsi que des projets artistiques. Il lui arrive même de servir des repas dans un refuge pour sans-abri de Boston qu'elle soutient. Je pense que le nom Johnson devrait être aussi connu pour sa philanthropie que pour l'immense richesse qu'il représente. Numéro 9. Iris Balbina Fontbana González. Née en 1942, Iris Balbina Fontbana a vécu une vie relativement normale jusqu'à l'adolescence. Tout a changé lorsqu'elle a rencontré Andrónico Luksic Abaroa, l'homme d'affaires chilien qui a fondé le groupe Luksic. Au moment de leur rencontre, Iris n'avait que 17 ans et Luksic était la personne la plus riche du Chili ainsi que la 132e personne la plus riche du monde, avec une valeur nette d'environ 4,2 milliards d'euros. Andrónico Luksic avait 15 ans de plus qu'Iris, mais malgré cette différence d'âge, ils sont tombés amoureux et se sont finalement mariés lorsqu'Iris avait 20 ans. Ils sont restés mariés pendant environ 40 ans. Le fait d'épouser l'un des hommes les plus riches du monde s'accompagnait d'une tonne d'avantages.
Mais ce n'est qu'après le décès d'Androniko Ludzic à Barrois, en 2005, des suites d'un cancer, que Madame Fontbana a acquis l'essentiel de son énorme fortune. Bien qu'une part importante de l'activité de son défunt mari soit revenue à leurs 3 fils, Guillermo, Jean-Paul et Androniko, Madame Fontbana a bien eu sa part de l'empire. Aux côtés de ses enfants, elle contrôle Antofagasta, le groupe minier de Luxi Group, qui est aussi l'une des plus grandes sociétés minières au monde. Par l'intermédiaire de leur société cotée en bourse, Quinienco, Iris et ses fils contrôlent également une banque chilienne appelée Banco de Chile, Madeco, un fabricant de produits en cuivre, CCU, le plus grand fabricant de boissons du pays, et une société de transport maritime appelée CSAV. Avec la majeure partie de l'entreprise familiale sous son contrôle, Madame Fontbana s'est révélée être une véritable femme d'affaires qui a mené le groupe Ludzic vers de nouveaux sommets. En dehors de l'industrie manufacturière, les autres entreprises d'Iris comprennent 2 chaînes d'hôtels de luxe et un centre de villégiature de luxe en Croatie. Elle a même acquis une participation de 70% dans la chaîne de télévision chilienne Canal 13, peu de temps après la mort de son mari. Bien qu'une grande partie de son pouvoir dans le groupe Ludzic, qui connaît un succès retentissant, semble être indirect, il est important de noter que les décisions commerciales majeures, ayant un impact sur l'entreprise dirigée en grande partie par son fils, Androniko Ludzic-Craig, doivent d'abord être approuvées par Fontbana. C'est pourquoi la mania milliardaire des affaires a conservé sa valeur nette de 23,2 milliards d'euros jusqu'à aujourd'hui et est facilement l'une des femmes les plus puissantes du monde. Malgré les efforts de Madame Fontbana pour rester à l'écart des projecteurs et le fait qu'elle partage son temps entre le Chili, Londres et le Liechtenstein, elle est connue pour sa nature philanthropique et sa richesse. En 2015, Madame Fontbana a fait un don record de 3,9 millions d'euros au Téléthon annuel chilien. Cet événement caritatif visait à aider les enfants souffrant de handicap physique. Elle est également apparue à la télévision pour promouvoir un événement du Téléthon qui s'est déroulé devant un public, faisant don de son temps et de sa fortune. L'année suivante, elle a fait encore plus fort, en donnant 5,5 millions d'euros. En plus de contribuer à aider les personnes dans le besoin, le don de Madame Fontbana a également permis d'établir un record pour l'événement caritatif auquel elle a participé en termes de fonds collectés. Numéro 8, Mackenzie Scott. Cette mère de famille aux yeux brillants est une romancière américaine qui en 2006 a remporté un American Book Award pour son premier roman de 2005, The Testing of Luther Albright. Si Mackenzie est une écrivaine talentueuse, dont les livres sont des best-sellers, c'est son divorce tristement célèbre avec le fondateur milliardaire d'Amazon, Jeff Bezos, qui l'a véritablement propulsée au rang des personnes les plus riches du monde. Tout a commencé en 1993 lorsque Scott et Bezos se sont mariés. En 1994, ils se sont installés à Seattle et ont créé Amazon ensemble. Selon plusieurs rapports, Madame Scott a joué un rôle clé dans les premiers temps de l'entreprise. Elle a été l'une des premières employées d'Amazon et s'est fortement impliquée dans la construction d'Amazon. Elle a non seulement travaillé sur le nom de l'entreprise, le plan d'affaires, les comptes et l'expédition des premières commandes, mais elle a également négocié le premier contrat de fret de l'entreprise. Vers 1996, lorsque les choses ont commencé à s'améliorer, Scott s'est moins impliqué dans l'entreprise familiale en plein essor, préférant se consacrer à sa famille et à sa carrière littéraire. Bien qu'elle ait choisi de rester à l'écart des projecteurs pendant toutes ces années, Madame Scott détenait une participation de 4% dans Amazon jusqu'à son divorce d'avec Jeff Bezos. Le divorce de 2019, qui a fait l'objet d'une publicité excessive, a laissé Scott avec 35,6 milliards d'euros d'actions Amazon, tandis que son désormais ancien mari a conservé 75% des actions Amazon du couple. Grâce à cette décision, elle est devenue la 3e femme la plus riche du monde et l'une des personnes les plus riches au total au cours de la même année. En juillet 2020, Madame Scott a été classée 22e personne la plus riche du monde par Forbes, avec une valeur nette estimée à 36 milliards d'euros, et en septembre 2020, elle a été désignée comme la femme la plus riche du monde. En décembre de la même année, sa valeur nette était estimée à 62 milliards d'euros, soit le montant le plus élevé jamais atteint par une femme à l'époque. Tout n'a pas été rose, cependant, car l'explosion de la valeur nette de Madame Scott s'est accompagnée d'un nombre impressionnant de réactions négatives. Après son divorce d'avec Jeff, Madame Scott a changé son nom de Mackenzie Bezos en Mackenzie Scott, le nouveau nom de famille étant dérivé de son 2e prénom. En mai 2019, peu après avoir annoncé les conditions de son divorce sur les médias sociaux, Mackenzie a signé le Giving Pledge et a promis de donner au moins la moitié de sa fortune tout au long de sa vie. Fidèle à ses paroles, entre juillet 2020 et novembre 2022, Madame Scott aurait fait don de 14,4 milliards à près de 1600 organisations à but non lucratif. Elle a déjà versé 5,8 milliards d'euros en dons de bienfaisance en 2020, l'une des plus importantes distributions annuelles d'un particulier à des organismes de bienfaisance. Elle a fait don de 2,7 milliards d'euros supplémentaires en 2021
et a continué à faire des dons importants à de bonnes causes dans le monde entier. La prédilection de Madame Mackenzie pour les dons à des œuvres caritatives a entamé son compte en banque, ce qui explique que sa valeur nette actuelle soit tombée à 25,3 milliards d'euros. Alors qu'elle était au plus haut. Numéro 7. Susan Anna Ursula Clayton. La suivante est Susan Anna Ursula Clayton, une héritière milliardaire allemande. Elle est la fille de Herbert Kant et de sa troisième épouse, Johanna. Le fait d'être née dans l'une des familles les plus influentes d'Allemagne a donné à Susan une avance dans la vie dont beaucoup ne peuvent que rêver. À l'époque, la famille Kant a sauvé de la faillite le célèbre constructeur automobile BMW et en a tiré des bénéfices considérables. Des bénéfices qui se sont répercutés sur plusieurs générations. Susan est née à Bad Homburg, en Allemagne de l'Ouest, et à sa majorité, elle a obtenu un diplôme en finance d'entreprise. Après avoir obtenu son diplôme, Susan a travaillé quelques années dans une agence de publicité à Francfort avant de choisir de poursuivre ses études à l'université de Buckingham. Elle a également obtenu un MBA en publicité à l'IMD Business School de Lausanne. Avec son portefeuille étincelant, Susan, qui était déjà connue comme une femme d'affaires en herbe, a acquis une expérience professionnelle supplémentaire en travaillant à Londres avec la Dresdner Bank. Elle a également travaillé avec la succursale munichoise du cabinet du conseil en gestion Mackenzie et compagnie, et avec la banque Bankhaus Reuschel & Co. S'il est vrai que Susan s'est fait un nom grâce à son travail acharné et à sa détermination, son ascension n'a eu lieu qu'après la mort de son père. Après le décès d'Herbert Kant, Susan a hérité de sa participation de 50,1% dans l'entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques et chimiques Altana. Elle acquiert ainsi le statut de milliardaire. Son défunt père lui a également légué une participation de 12,50% dans le constructeur automobile BMW, qui est passé à 19,2% après le décès de sa mère en 2015. Avec son frère, Stefan Kant, qui possède près de 24% du constructeur automobile, Susan a été nommée au conseil de surveillance de BMW en 1997. Grâce à sa position au sein du conseil de surveillance d'Altana et à son expérience d'économiste, Madame Clayton a contribué à transformer Altana en une entreprise de classe mondiale. Cette transformation a valu à l'entreprise de figurer sur la liste des 30 meilleures entreprises du DAX allemand. Aujourd'hui, l'héritière milliardaire est l'unique propriétaire d'Altana, dont le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à plus de 2,5 milliards d'euros. Elle détient également des participations dans Entrust et le groupe SGL, ce qui porte son patrimoine à un peu moins de 28 milliards d'euros. Il suffit d'une recherche sur Google pour connaître la valeur nette de Susan, mais elle s'efforce de garder sa vie privée à l'écart des médias. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'elle a rencontré son mari, Jan Clayton, alors qu'elle effectuait un stage chez BMW. Il semblerait qu'à l'époque où ils ont fait connaissance, Susan se faisait appeler Kant au lieu de son vrai nom. Bien sûr, elle a révélé la vérité plus tard, mais qui n'aime pas une bonne histoire d'amour. Le couple s'est marié en 1990 à Kitzbühel, a vécu à Munich et s'est séparé en 2018. Clayton a eu 3 enfants avec son ex-mari et n'est plus d'humeur à retrouver l'amour depuis sa dernière brève histoire d'amour qui s'est soldée par un gros scandale de chantage. Numéro 6. Georgina alias Gino Hope Reinhardt. Georgina Reinhardt est non seulement l'une des femmes les plus riches du monde, mais aussi la citoyenne australienne la plus riche. Gina a bâti son immense fortune en tant que magnat de l'industrie minière australienne, femme d'affaires et bien sûr héritière. L'héritière australienne est présidente exécutive de Hancock Prospecting, une société privée d'exploration et d'extraction minière fondée par son père. Gina était la fille unique de l'anglais Frederick George Lang Hancock, et lorsqu'il est mort en 1992, au lieu de lui laisser sa fortune, il lui a laissé un patrimoine en faillite et une entreprise en difficulté financière. Gina a succédé à son père à la présidence exécutive de Hancock Prospecting et a rapidement redressé l'entreprise, la transformant en la plus grande société privée d'Australie. Lorsque Reinhardt a repris Hancock Prospecting, sa valeur nette totale était estimée à environ 50 millions d'euros. En 2018, cette même société générait un revenu de 6 milliards d'euros, chiffre qui est passé récemment à 7 milliards. En plus de ses autres affiliations commerciales, Hancock Prospecting possède désormais 50% de Hope Downs, un complexe minier de minerais de fer situé dans l'est de l'Australie. La société perçoit 50% des bénéfices générés par les 4 mines de Hope Downs. La capacité de production annuelle des mines étant d'au moins 30 millions de tonnes de fer, cela représente environ 500 millions d'euros par an pour Hancock Prospecting et en fin de compte pour Gina Reinhardt. S'il est une chose que les personnes les plus riches du monde ont en commun, c'est leur désir de diversifier leurs revenus, et Gina n'échappe pas à la règle. En plus d'être un magnat de l'exploitation minière, Gina est également le 2e producteur de bétail d'Australie, avec un portefeuille de propriétés réparti dans tout le pays.
En mai 2021, un rapport publié par The Guardian a montré que Reinhardt était le plus grand propriétaire foncier d'Australie. Grâce à son intelligence et à sa diligence, la fortune de Gina a atteint environ 29,7 milliards d'euros en 2012, ce qui la place devant l'héritière de Walmart, Christy Walton, en tant que femme la plus riche du monde. La nouvelle fortune de Gina lui a également valu de figurer sur la liste Forbes des 100 femmes les plus puissantes du monde. Grâce à sa fortune, Madame Reinhardt a été désignée à plusieurs reprises comme l'une des femmes les plus riches du monde au cours de la dernière décennie. Outre la reconnaissance mondiale, l'immense fortune de Madame Reinhardt lui a permis de soutenir de nombreuses causes qui l'intéressent. L'une de ces causes est le sport. L'héritière minière joue un rôle important dans les efforts olympiques de l'Australie et elle est également le plus grand donateur non gouvernemental dans l'histoire olympique du pays. Contrairement à d'autres milliardaires de cette liste, Madame Reinhardt est aussi passionnée par le luxe que par la charité. En 2021, elle aurait reçu environ 34 millions de dollars australiens pour une maison en bord de mer appelée Webb House. Étant donné qu'elle possède une fortune de 28,5 milliards d'euros, Gina n'a probablement pas hésité à dépenser des millions pour acquérir la maison de ses rêves. Numéro 5. Miriam Adelson. Adelson est un médecin israélo-américain qui a effectué un service militaire obligatoire en tant que médecin militaire à Ness Ziona, une ville d'Israël. Elle a obtenu une licence en microbiologie et génétique à l'Université hébraïque de Jérusalem et un diplôme de médecine à l'école de médecine Sackler de l'Université de Tel Aviv. Après avoir divorcé de son premier mari, Madame Adelson est entrée à l'Université Rockefeller en 1986 en tant que médecin associé spécialisé dans la toxicomanie. C'est en étudiant à l'Université Rockefeller qu'elle a rencontré Sheldon Adelson, un homme d'affaires milliardaire qui possède de nombreuses entreprises, dont la Las Vegas Sands Corporation. Las Vegas Sands, qui opère depuis le Nevada, est une société américaine de casinos et de stations balnéaires qui a largement contribué à l'énorme fortune de Sheldon, qui s'élève à environ 30 milliards d'euros. Adelson s'est mariée avec Sheldon en 1991 et après la mort de ce dernier en 2021, elle a hérité de la société de casinos et est devenue l'une des personnes les plus riches du monde. Grâce à sa participation majoritaire dans la Las Vegas Sands, Adelson possède aujourd'hui plus de la moitié de l'empire du jeu qui contrôle à son tour plusieurs casinos à Singapour et à Macao. L'héritière milliardaire est également l'éditrice actuelle du journal Israel Hayom et siège au conseil d'administration de l'Université de Californie du Sud où elle est membre votant. Depuis qu'elle a repris le poste de son défunt mari à la tête de l'empire du jeu, Madame Adelson figure régulièrement dans le magazine Forbes et dans d'autres listes de classement des fortunes. En juin 2021, elle était la 44e personne la plus riche, la 5e femme la plus riche et l'israélienne la plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 36,3 milliards d'euros selon l'indice Bloomberg Billionaires. Elle occupe désormais la 36e place du classement Forbes des personnes les plus riches du monde, et sa valeur nette a grimpé à 35,6 milliards d'euros depuis 2022. Avec tout cet argent, on peut s'attendre à ce que cette milliardaire ait fait des dons importants à des œuvres caritatives. Madame Adelson est connue pour soutenir des causes caritatives ici et là, mais elle donne surtout à des projets politiques. À l'époque où son mari était encore en vie, Sheldon Adelson et elle ont fait un don de 180 millions à des campagnes républicaines et à des comités d'action politique en 2020. Elle aurait également influencé les opinions politiques de son défunt mari sur Israël et aurait été l'un des bailleurs de fonds de l'investiture de l'ancien président Donald Trump. En 2013, Madame Adelson a reçu la citoyenneté honoraire de Jérusalem et a ensuite été décorée de la médaille présidentielle de la liberté par Donald Trump lui-même en 2018. Numéro 4. Jacqueline Mars. Si vous êtes amateur de barres chocolatées comme les M&M's, les Skittles, les Twix ou les Milky Way, vous avez sans doute contribué à hauteur d'1 euro ou deux à la fortune de cette femme très riche. Jacqueline Mars est la fille d'Audrey Roth et de Forrest Mars, et la petite fille de Frank C. Mars, fondateur de la société américaine de bonbons Mars Incorporated. En tant que membre de la famille Mars, Jacqueline Mars possède environ un tiers de Mars, le plus grand fabricant de bonbons au monde. En janvier 2019, le magazine Forbes a estimé la valeur de ses actions de Mars Inc. Et de ses autres actifs à 23,5 milliards, ce qui fait d'elle la 18e américaine la plus riche et la 34e sur la liste des milliardaires du monde. Jacqueline Mars a été active au sein de Mars Incorporation pendant près de 20 ans, depuis 1982, date à laquelle elle a rejoint l'entreprise en tant que présidente du groupe des produits alimentaires, jusqu'en 2001, date à laquelle elle a pris sa retraite. Après sa retraite, Jacqueline a continué à siéger au conseil d'administration de l'entreprise jusqu'en 2007, date à laquelle elle a décidé de profiter de la vie sans contrainte du milliardaire. Bien après sa retraite en 2019, Forbes l'a classée comme la résidente la plus riche de Virginie, avec une valeur nette estimée à 28,1 milliards d'euros.
Aujourd'hui, elle reste l'une des femmes les plus riches du monde, avec une valeur nette d'environ 38,3 milliards d'euros. Disposant de beaucoup de temps pour se consacrer à ses intérêts, l'héritière de Mars siège au conseil d'administration des Archives nationales et a même été membre du conseil d'administration de l'Opéra national de Washington et de la Bibliothèque nationale des sports et du musée des beaux-arts. Elle est membre du conseil d'administration de l'équipe équestre américaine et possède une ferme biologique protégée à perpétuité par le Land Trust of Virginia. Numéro 3. Alice Louise Walton. Fille unique du fondateur de Walmart, Sam Walton, Alice Walton était la première à hériter d'une fortune qui allait faire d'elle l'une des personnes les plus riches du monde. Cela ne l'a pas empêchée d'aller au-delà de toutes les attentes pour s'enrichir. Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Trinity, Alice a commencé à travailler chez Walmart, mais elle l'a quitté pour entamer une carrière de courtière. Comme elle n'était pas très douée dans ce domaine, elle a démissionné et est devenue analyste d'actions et gestionnaire de fonds. Elle a dirigé les activités d'investissement du groupe bancaire familial arabiste et en 1988, Alice a fondé une banque d'investissement appelée Liama Company, en tant que filiale des entreprises Walton. Inspirée par un lama que sa mère avait reçu en cadeau, la banque a fonctionné pendant 10 ans avant de fermer en 1998. La société Liama a émis des obligations et géré des actifs ainsi que des prêts à d'autres entreprises. En tant que présidente du conseil et PDG de la banque, Alice est rapidement devenue la première personne à présider le conseil du nord-ouest de l'Arkansas et a joué un rôle majeur dans le développement de l'aéroport régional du nord-ouest de l'Arkansas, qui a ouvert ses portes en 1998. C'est cette même année que l'entreprise de Liamas a fermé ses portes et qu'elle a démissionné de la haute finance pour passer du temps à profiter de sa famille et de ses chevaux. Alice a fini par s'installer dans la ferme qu'elle avait créée au Texas dans l'année, avec 1300 hectares, un ranch à bascule qui est rapidement devenu l'un des meilleurs éleveurs de chevaux. L'héritière de Walmart a pris sa retraite avec une valeur nette d'environ 57,4 milliards d'euros, ce qui fait d'elle la 19e personne la plus riche et la deuxième femme la plus riche du monde à l'époque, selon l'indice Bloomberg Billionaires. Ces dernières années, Alice Walton a reculé d'un cran et est devenue la 3e femme la plus riche du monde. Avec une telle fortune, bien qu'elle réside principalement au Texas, Alice n'a pas manqué de se rendre à Bentonville pour assouvir son amour de l'art. Elle a fondé le musée d'art américain Crystal Bridges, qui intéresse particulièrement la milliardaire de Walmart. En 2005, Alice a acheté un tableau d'une valeur de 35 millions d'euros à la Bibliothèque publique de New York, un classique américain d'Asher Brown Durand. Elle a dépensé de nombreux autres millions pour acheter des œuvres d'art, mais ce n'est pas la seule chose à laquelle Walton consacre son immense fortune. Alice est également aussi active dans ses actions philanthropiques que l'était son père lorsqu'il était encore en vie. Depuis sa mort, Alice s'est portée volontaire et a soutenu activement de nombreuses causes caritatives dans tous les domaines de la vie. La fondation de la famille Walton soutient l'éducation et le développement économique dans la région du nord-ouest de l'Arkansas, ainsi que la conservation de l'environnement dans la région. Numéro 2. Julia Margaret Fletcher Koch. Ce qui a commencé comme un rendez-vous à l'aveugle en 1991 s'est transformé en beaucoup plus lorsque les deux parties concernées se sont rencontrées à nouveau 6 mois plus tard. Ils ont commencé à se fréquenter et se sont finalement mariés en 1996. Si vous n'avez pas encore compris, il s'agit de Julia Margaret Fletcher et de David Koch. Ils se sont rencontrés en janvier 1991. Mais leur premier rendez-vous n'a pas laissé une bonne impression à Margaret. Ils se rencontrent à nouveau lors d'une soirée plus tard dans l'année et il est fort probable qu'elle ait changé d'avis puisqu'ils commencent à sortir ensemble. Julia a cessé de travailler en 1993 et s'est finalement mariée avec David en mai 1996. Le mariage a eu lieu dans la maison de David Koch à Meadow Lane à Southampton. Après avoir eu 3 enfants ensemble, David Koch est malheureusement décédé en 2019, laissant à Julia Koch et à leurs 3 enfants, David Jr., Marie-Julia et John Mark, 42% de l'entreprise familiale. L'entreprise familiale était Koch Industries, un conglomérat multinational privé américain basé à Wichita, Kansas, qui est la 2e plus grande entreprise privée des États-Unis. L'entreprise, qui appartient aujourd'hui principalement à Madame Koch, possède des filiales actives dans la fabrication, le raffinage et la distribution de pétrole, de produits chimiques, d'énergie, de fibres, de produits intermédiaires et de polymères, de minéraux, d'engrais, de pâte à papier et de papier, d'équipements de technologie chimique, d'informatique en nuage, de finances, de commerce de matières premières et d'investissement. En raison de sa position, Julia possède Flint Hills Resources, Georgia Pacific, Guardian Industries, Infor, Invista, KBX, Koch AG et Energy Solutions, Koch Engineered Solutions, Koch Investment Group, Koch Minerals and Trading et Molex. L'entreprise emploie 122 000 personnes dans 60 pays, la moitié de ses activités se déroulant aux États-Unis et le reste dans le monde entier.
La veuve milliardaire est également présidente de la fondation David H. Koch et a siégé au conseil d'administration de la School of American Ballet. Avec son défunt mari, Julia a fait d'importantes donations à des institutions telles que le Lincoln Center, le Metropolitan Museum of Art et le Smithsonian Museum of Natural History. Avec une valeur nette de 59 milliards d'euros, Julia figure sur la liste des 10 femmes les plus riches du monde depuis qu'elle a repris les industries Koch et reste aujourd'hui la deuxième femme la plus riche. Bien sûr, elle est aussi une mondaine bien connue et une philanthrope, mais son statut de milliardaire est plus flagrant que jamais. Pas aussi flagrant que la prochaine entrée en tête de liste. Sans plus tarder, numéro 1, Françoise Bettencourt-Meyers. En tête de notre liste figure la femme d'affaires française et héritière milliardaire, Françoise Bettencourt-Meyers, qui détient le titre de la femme la plus riche du monde depuis 2022. Outre son statut de milliardaire, Françoise est également écrivaine, pianiste et philanthrope. Sa fortune est estimée à 79,3 milliards d'euros et elle figure parmi les 10 femmes les plus riches du monde. Françoise est l'héritière de l'empire de beauté L'Oréal, une société française de produits de soins personnels. Elle a acquis cette immense fortune de son grand-père Eugène Schuller, qui était le fondateur de la société. Sa mère, Liliane Bettencourt, était cependant l'actionnaire principal. Elle était d'ailleurs auparavant considérée comme la femme la plus riche du monde. Après le décès de sa mère en 2017, Françoise a hérité d'environ 39,5 milliards d'euros, un montant qui a depuis augmenté d'au moins 50% au cours des 5 dernières années. Après le décès de sa mère en 2017, la fortune de Françoise aurait triplé grâce à ses investissements via sa holding familiale, Tethys Invest, et à la forte valorisation des actions de L'Oréal. Aujourd'hui, sa fortune nette représente confortablement le double de ce qu'elle était auparavant. À 69 ans, Françoise mène une vie discrète, loin des projecteurs. Elle investit son argent dans des projets scientifiques, artistiques et culturels, dont la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, pour laquelle elle a investi environ 220 millions d'euros. En tant que femme la plus riche du monde, Françoise prend la discrétion au sérieux. Cependant, les personnes qui l'ont rencontrée disent que sa vie à Paris est relativement simple, qu'elle profite des parcs publics français et qu'elle n'utilise pas de jet privé pour ses déplacements. Ses passions sont la littérature et l'art. Et ses proches disent qu'elle se sent comme dans une prison dorée, ne sachant que faire de l'énorme fortune qu'elle contrôle. Bien que Françoise n'ait probablement jamais donné d'interview et qu'elle ait toujours préféré rester dans l'ombre, ses activités philanthropiques menées par l'intermédiaire de la fondation Bettencourt-Schuller, dont elle est présidente, sont connues de beaucoup. Chaque année, les prix Bettencourt pour jeunes chercheurs sont décernés à environ 14 nouveaux étudiants en sciences ou en médecine pour les aider dans leurs études de 3e cycle. Il y a aussi le prix Bettencourt, coup d'élan pour la recherche française, qui récompense les laboratoires publics de recherche biomédicale qui améliorent chaque année leurs infrastructures et les conditions de travail des chercheurs scientifiques. Françoise a également soutenu des projets de recherche dans le domaine des neurosciences et de l'autisme et a investi dans des entreprises artisanales. Bien que le public n'ait eu qu'un aperçu de la vie de Françoise, il semble que ce soit une façon plutôt agréable pour la femme la plus riche du monde de dépenser son argent.